bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le chef du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles est arrivé ce samedi à Abidjan pour une visite officielle de 5 jours. M. Philippe Koura répond à l'invitation de son homologue ivoirien. Sa visite va renforcer les relations interparlementaires entre les deux pays. Les exploitants miniers disent non à leur paillage clandestin. La société coopérative minière de Côte d'Ivoire vient de se réunir pour arrêter des stratégies en vue de mettre fin aux activités des exploitants clandestins et illégaux dans le domaine minier. Dans ce 20h, nous ferons un tour aux États-Unis d'Amérique pour visiter des restaurants ivoiriens. Il propose des menus du pays à une clientèle qui ne boude pas son plaisir. L'activité connaît un dynamisme. Nous verrons comment des restaurateurs ivoiriens ont réussi à imposer la cuisine ivoirienne hors de leur pays. Le bilan s'alourdit au Guatemala après l'éruption volcanique. On dénombre une centaine de morts et près de 200 disparus. Les recherches continuent mais sont rendues difficiles par une activité volcanique faible mais persistante. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons une petite balade ce soir dans des galeries d'art d'Abidjan pour découvrir et contempler les chefs-d'œuvre des artistes. Mais combien sont-ils les visiteurs qui fréquentent ces galeries? Quel est le rôle des galeries d'art et quelle est leur contribution dans la promotion de l'art en Côte d'Ivoire? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité M. Mimi Erol. Il est critique d'art, commissaire des expositions dans une galerie ici à Abidjan. Bienvenue, M. Mimi Erol. Merci. Alors, vous êtes notre invité de la page culture ce soir. Vous êtes hors des galeries pour ces 20 heures. Alors, en tant qu'amoureux de l'art, donnez-nous une seule raison qui devrait nous pousser à visiter les galeries ce soir. La raison principale, c'est qu'en l'absence d'un musée national d'art contemporain, la galerie reste le premier lieu de rencontre et de commercialisation de notre art. D'accord. Alors les galeries, quelle utilité, quelle rentabilité pour la promotion de l'art en Côte d'Ivoire? Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Mimi Erol. Tout d'abord, voyons l'arrivée du chef du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles à Abidjan. Il est arrivé ce samedi pour une visite officielle de 5 jours. M. Philippe Koura répond à l'invitation de son homologue ivoirien et sa visite va renforcer les relations interparlementaires entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Abou Sanogo. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en mission à Abidjan accueilli chaleureusement par son homologue ivoirien Guillaume Bafori Soro. Une mission en Côte d'Ivoire pour réchauffer davantage les relations entre les parlements ivoiriens et belges, bien que déjà excellentes. Nous avons évidemment toute une série de réunions qui sont programmées et avec une thématique qui va ressortir de cette rencontre, c'est la thématique qui concerne l'éducation, l'enseignement. On pense évidemment tant en Côte d'Ivoire qu'en Belgique que l'éducation c'est fondamental, c'est essentiel et donc on va partager nos expériences. J'ai été personnellement très impressionné par le fonctionnement du Parlement en Belgique et c'était normal que nous puissions nous revoir dans le cadre de la coopération pour nous enrichir mutuellement. Et je pense que la Côte d'Ivoire, notre Parlement, donc a intérêt, gagnerait, fondamentalement intéressé de savoir comment les choses se passent là-bas. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles passera 5 jours en terre ivoirienne, où il aura une séance de travail avec l'ensemble des députés ivoiriens. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ivoiriens ont voté la loi sur les loyers d'habitation. Désormais, ici en Côte d'Ivoire, les locataires doivent payer 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés en séance plénière et tout contrevenant à cette loi s'expose à la rigueur de la loi, comme nous le rapporte Moussa Konaté. Le projet de loi vient d'être adopté en plénière. Les cautions de maison, désormais fixées à 4 mois, soit 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Un dispositif légal pour mettre de l'ordre dans la fixation des coûts de caution de loyer. Tout propriétaire qui ne respecterait pas ces consignes s'expose à la rigueur de la loi, mais surtout au livre de la procédure fiscale des impôts, parce qu'au niveau des impôts, les dispositions vont être prises. Un propriétaire qui ne veut pas respecter les 2 mois de loyer d'avance, les 2 mois de caution, il doit faire une déclaration au niveau des impôts.
Et s'il ne le fait pas, il va entrer dans la loi et il va être fortement sanctionné. Il y a des numéros verts qui seront mis à la disposition et tout problème qui va être posé entre le propriétaire et le locataire doit être porté à la connaissance du ministère de la Constitution qui va prendre toutes les dispositions. En plus de ce projet de loi, 5 autres ont également été adoptés, notamment le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Nous créons un statut vis-à-vis de ces différentes personnes-là. Pour qu'il y ait la vérité, il faut protéger ceux qui vont dire cette vérité-là, notamment les témoins. Et donc il a été créé un bureau national pour protéger, en clair pour donner un statut à ces différentes personnes, à ces experts et à ces victimes. Et il fallait trouver un protocole vraiment additionnel sur le trafic illicite des migrants et ça a été fait. Donc nous avons trouvé un dispositif légal et dorénavant ceux qui vont s'évertuer à ce genre de trafic, il y aura des sanctions. Voilà, des sanctions ont été prévues de 5 ans à 10 ans, de 5 millions à 10 millions. 228 députés sur 252 étaient présents à cette séance. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux. La démocratie s'est exprimée au Parlement. Vous avez vu les amendements du député Afinguessan, il y a 2 qui ont été acceptés pour dire que l'Assemblée nationale fonctionne. Et il y a des projets de loi qui ont été soumis au Parlement avec beaucoup de responsabilités. Les députés ont débattu, c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Et nous avons adopté ces projets de loi dans l'intérêt de nos populations. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, vient de s'entretenir avec les agents des douanes directement impliqués dans la mobilisation des recettes de l'État. Cette réunion avec les vérificateurs vise à les encourager, mais également à améliorer les performances en vue d'atteindre les objectifs fixés au début de l'année budgétaire. L'Ancéné Bakayoko. Au premier trimestre de l'année 2018, les résultats obtenus par les services de douane n'étaient pas forcément ceux que le gouvernement attendait. Une mauvaise tendance en voie d'être inversée pour ce deuxième trimestre. C'était une rencontre avec la hiérarchie de la douane, mais surtout les vérificateurs sur le terrain, pour essayer d'apprécier leur travail, essayer d'apprécier leurs résultats et faire en sorte que nous ayons des mobilisations de ressources qui soient plus importantes pour financer le budget et essayer d'accompagner la marche de notre pays vers l'émergence. Les résultats sur le terrain en termes de mobilisation de ressources, en termes de redressement, après avoir constaté certaines infractions, sont à la hausse. Ces performances sont en partie le résultat du comité d'éthique mis en place au sein de l'administration des douanes par le secrétaire d'État. Grâce à l'engagement de chacun des vérificateurs via la signature d'une charte, cette instance a permis de corriger les comportements malheureux qui réduisent les intérêts de l'État au second plan. Malgré le retour du civisme fortement salué, les services de douane sont appelés à poursuivre leurs efforts en vue de mobiliser davantage de ressources nécessaires au financement du budget. J'encourage donc les agents des douanes à continuer ainsi au service de notre nation. Pour cet exercice budgétaire 2018, la contribution de l'administration des douanes est fixée à 1803 milliards de francs CFA. De leur côté, les exploitants miniers mènent la lutte contre l'orpaillage clandestin. La Société coopérative minière de Côte d'Ivoire vient de se réunir pour arrêter des stratégies en vue de mettre fin aux activités des exploitants clandestins et illégaux. Les membres appellent à un changement de comportement pour la préservation de l'environnement. Jean-Luc Bangbo. En 10 ans, l'État ivoirien a perdu plus de 480 milliards de francs CFA du fait de l'orpaillage clandestin. Mais les dégâts causés par le phénomène de l'orpaillage clandestin vont bien au-delà des pertes économiques. Au plan social, l'orpaillage va entraîner la destruction de l'environnement, des forêts, de l'eau, parce qu'on utilise souvent du cyanure. L'orpaillage va entraîner des conflits entre les populations. L'orpaillage clandestin, un véritable fléau qui affecte directement les compagnies minières et les exploitants miniers légalement constitués. L'orpaillage clandestin a envahi toute l'étendue du territoire, qui met à mal toutes nos activités. Il y a beaucoup de complicité à tous les niveaux.
Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir exercer officiellement. Pour lutter contre le fléau, l'une des propositions faites par les exploitants miniers est de contraindre les orpailleurs clandestins à se constituer en coopérative. Le problème réel de l'orpaillage clandestin, c'est l'identification des acteurs. Mais même si l'administration décentralisée sur place peut éventuellement le faire, mais elle n'en a pas les moyens. Donc, c'est les communautés villageoises qui sont sur place qui pourraient intégrer ces orpailleurs, pouvoir mettre sous le contrôle de l'administration ces sociétés coopératives qui pourront être régies par les lois et tests en vigueur en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pour sa part mis en place le programme national de la réglementation de l'orpaillage, un programme qui a abouti en 2017 à la destruction de 228 sites d'orpaillage illicites, à l'interpellation de 64 personnes ainsi qu'à la destruction d'environ 7000 abris de fortune. Nous partons maintenant pour Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, visiter des restaurants ivoiriens. Ils proposent des menus du pays à une clientèle qui ne boude pas à son plaisir. L'activité connaît un dynamisme. Nous verrons dans l'élément qui va suivre comment des restaurateurs ivoiriens ont réussi à imposer la cuisine ivoirienne au pays de l'oncle Sam. Notre reporter Michel Digré a fait le tour de tous ces restaurants. À Atlanta, nous sommes au quartier Norcross. Ce dimanche, Guillaume rend visite à son ami de longue date, Chantal. C'est qui? Comment tu vas? Ça va. Ce jour, la causerie tourne autour de l'ouverture d'un restaurant ivoirien dans la ville. Voilà le menu du jour. Il a dit il a bon plat cali, sauce aubergine et puis APF à checker. Attends, je porte mes chaussures, on y va parce que moi j'ai vraiment faim. Ouais. Une vingtaine de minutes pour rallier le restaurant. Le maître des lieux est Marcelin Conan. Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, il vit aux États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années. Quand il arbore sa tenue de travail, c'est un autre personnage qui troque sa casquette de manager pour celle de cuisinier. D'abord, il y a ceux qui vont à l'école pour la restauration et il y a ceux qui apprennent sur le tas. Ben, moi, j'ai appris comme ça dans les restaurants et puis bon, un jour, je me suis décidé, j'ai dit bon, je vais ouvrir un restaurant. Et comme ça, je me suis mis avec un ami et on a essayé de monter le restaurant. Le restaurant propose uniquement des plats africains, mais surtout ivoiriens. Nous avons le poulet braisé. On a le poisson braisé, on a le choukouya de mouton, on a le choukouya de bœuf. Et comme spécialité, souvent on a un plat du jour, soit la sauce graine de chez nous, la sauce arachide de chez nous, la sauce gombo. Et puis bon, souvent on fait aussi les trucs des Camerounais, le ndolé. L'attente des plats se fait souvent autour d'un pot. À quelques kilomètres de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, l'activité est plutôt familiale. Tout le monde met la main à la pâte pour satisfaire la clientèle. Oui, c'est un secteur qui bouge beaucoup et nous, on a voulu vraiment se spécialiser dans la nourriture africaine. On voulait faire découvrir aux autres peuples, au peuple américain, que la nourriture africaine, c'est très bon. Ils peuvent venir manger à tout moment. On a des bons plats parce qu'il y a beaucoup de restaurants spanish de d'autres pays, mais au niveau de la cuisine africaine, ils ne connaissent pas trop. On fait venir la tchéké, les poissons fumés, les plats kali et beaucoup de choses, les escargots, toute une diversité de produits que nous importons nous-mêmes. Les produits importés sont de l'autre côté du restaurant. Denrées alimentaires et autres articles made in Côte d'Ivoire sont proposés à la clientèle. On a les feuilles pour faire du bissap qui viennent de la Côte d'Ivoire. Après, nous avons aussi ça. Donc voilà, on a ramené beaucoup de ça de la Côte d'Ivoire, ainsi que de l'huile de palme que vous voyez là. Voilà, de l'huile de palme, le foufou. Ils aiment bien, ils veulent tout découvrir. Ils sont très très curieux justement les Américains. Donc du coup on leur montre l'utilisation et ils essayent chez eux. Des ingrédients qui permettent de conserver
toute la saveur africaine des plats. Et quand la nourriture est servie, les réactions des clients sont plus que satisfaisantes. Ça me rappelle beaucoup le pays, ça me rappelle ma maison. Lorsque ma maman préparait le poisson braisé pour toute la famille, pendant les fêtes, pour tout le monde. Donc c'est vraiment, ça me rappelle vraiment la maison, quoi. Quand on vient ici, souvent on peut manger, on peut avoir du garba, du tchèp, du dibi, ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans les autres restaurants, les restaurants chinois, américains et autres. Donc ça nous fait plaisir d'avoir les plats de chez nous, ça nous donne la nostalgie de chez nous. La restauration africaine aux États-Unis, un secteur porteur pourvu que l'on ait la volonté et les moyens. Il faut avoir les moyens, si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas facile. Et le conseil, qu'ils viennent essayer de tenter leur chance, ouais, c'est un pays d'opportunité, tout le monde a sa chance. D'abord, il faut beaucoup d'ambition, beaucoup de courage, de persévérance. Il ne faut jamais abandonner son rêve, il faut toujours pousser. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est ce que je peux dire à tout le monde. Tout ce qui veut entreprendre un business, quoi que ce soit, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours pousser. Si pour l'heure, l'essentiel de la clientèle est issu de la communauté africaine, l'activité pourrait connaître un essor fulgurant quand toutes les communautés vivant aux États-Unis seront conquises par la cuisine africaine. Voilà, amoureux de la culinaire ivoirienne, plus d'inquiétude donc si vous êtes en voyage aux États-Unis d'Amérique, les restaurateurs ivoiriens vous y attendent. La journée mondiale de l'océan a été célébrée hier vendredi 8 juin. Une journée pour rappeler le rôle primordial des océans dans notre subsistance. Mais ces océans sont pollués notamment par des tonnes de sachets plastiques qui y sont déversés. Pour l'édition 2018, l'appel est donc lancé pour un océan plus sain. Ici en Côte d'Ivoire, des membres de l'ONG Les Amis des Marins ont investi les plages du village d'Azureti pour une opération de nettoyage. Patricia Omouetia. Échanges et concertations pour unir et mobiliser les populations sur le projet de gestion durable des océans. Ici, dans le village d'Azureti, une gamme d'outils pratiques et complètes pour le nettoyage des plages au quotidien est offerte au village. C'est le don de l'ONG Les Amis des Marins à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Il y a pratiquement les déchets qui sont dans les mers. Les plastiques sont à hauteur de 80%. La mer en elle-même ne produit pas de plastique. C'est bel et bien l'homme qui produit le plastique. Bordé par la mer et la lagune, ce village est constitué de 4 communautés. Les Fanti, les Aladjans, les Ébriers et les Apollo. Principale activité, la pêche, ralentie ces derniers temps par les déchets présents dans l'océan. À cause des saletés, ça nous fatigue beaucoup pour notre travail. Ça nous empêche beaucoup, mais on ne sait pas comment on va faire. Parfois, c'est l'eau qui envoie. Quand on met le filet, ça rentre dans les filets, ça emballe les filets. Donc, le filet ne peut pas s'arrêter pour que ce que nous voulons, comme des poissons, ça ne peut pas attraper. Des déchets échoués sur les bords des plages, des amas d'objets flottants, dont une grande partie est constituée de déchets plastiques. Vous savez que quand la maman est à la maison, elle donne la saleté à son enfant d'aller verser, elle ne met pas l'accent où l'enfant doit verser la saleté. Donc, ce qui fait que tout est en train de venir vers notre habitation. Les conséquences de cette pollution marine sont énormes. Et pour l'ONG Les Amis des Marins, il est temps d'agir. Des actions de nettoyage et de salubrité saluées par la population. Nous avons reçu les matériels qui nous ont été donnés, des râteaux, des perles, en même temps aussi avec des poubelles, pour pouvoir nettoyer la plage. Parce que Azureti étant un site touristique, nous ne pouvons pas laisser la plage sale. Cette pollution des mers et des océans a un impact profond sur toute la vie aquatique. La Journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre existence. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Et on reste dans le domaine maritime pour parler cette fois-ci de piraterie, de pêche illicite. La criminalité maritime préoccupe donc bon nombre d'États, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin. Quelle réalité donc dans les eaux ivoiriennes et béninoises? Quels moyens sont utilisés pour lutter efficacement contre ces différentes menaces? Élément de réponse avec Salima Toudia et Christelle Menan.
2010-2011. Le Bénin traverse une période difficile. Une trentaine d'attaques de pirates sont enregistrées au large de ses côtes. L'opération Prospérité, une patrouille maritime, est mise en place en collaboration avec le Nigeria voisin. Objectif, mettre fin à la piraterie en hausse dans le golfe de Guinée. Le pays connaîtra alors une accalmie. Aujourd'hui, la lutte contre la piraterie continue. Le port autonome de Cotonou, lui, mise sur la surveillance, notamment des navires pétroliers cibles des pirates. Dans son système technologique de surveillance, on retrouve le VTR 21. L'application renseigne la capitainerie sur tout mouvement suspect au large de ses côtes. Tout ce qui est mouvement en sortie, en arrivée et en entrée du port, tous ces mouvements sont directement perceptibles déjà par mon mobile, mais c'est aussi perçu par notre salle de contrôle où notre équipe opérationnelle est là. Le VTR 21 fournit l'identité, l'itinéraire et même le contenu des navires et cargaisons. Pas le tracking, on anticipe sur beaucoup d'événements en mer. La dernière fois, nous avions reçu une information sur un navire qui avait, disons, des produits prohibés à bord. Il procure des informations électroniques en temps réel sur les navires positionnés dans les ports voisins. Donc nous, on est un petit pays. Il est clair qu'on jette de temps en temps des coups d'œil sur ce qui se fait, sur les temps d'attente, les opérations de pilotage, le temps d'attente des navires sur la rade, les temps d'escale des navires. Nous, on peut, de façon ici, rester à Cotonou et voir ce qui se passe à Abidjan. Le produit a été conçu à Abidjan par ce spécialiste en cybersécurité. Nous l'avons rencontré dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons la possibilité d'avoir les navires qui sont dans le bassin portuaire ici. Ici sont les navires qui sont... Je constatais que dans ces ports-là, il y avait un souci pour collecter les données et sortir des statistiques portuaires. Le VTR 21 est aussi utilisé dans les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Il aide à la facturation grâce au recueil instantané de données sur le temps mis par les navires dans la zone portuaire. À l'instar de Cotonou, la Côte d'Ivoire fait aussi face à la criminalité maritime. Crime le plus courant dans les eaux ivoiriennes, la pêche illégale. Les 2/3 de la pêche sont illicites, soit 100 000 tonnes contre 50 à 60 000 tonnes pour la pêche légale. Un manque à gagner de 6 à 7 milliards de francs CFA. À travers le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, le gouvernement préfère au VTR 21 un système de surveillance par radar et par satellite pour les opérations d'intervention des forces en mer. Nous avons ces systèmes de très haute performance installés chez nous qui nous permettent de suivre, grâce à des systèmes satellitaires, l'ensemble des mouvements des navires sur l'ensemble de la planète et en particulier dans les zones qui nous concernent. En complément, évidemment, il faut avoir des systèmes de détection dits non coopératifs. Et là, ce sont des radars. Le terrorisme maritime est aussi une réalité que le pays n'écarte pas. Et dans ce sens, il a été mis en place une stratégie nationale de lutte antiterroriste qui prend en compte l'ensemble des deux dimensions. Je dirais à la fois dimension terrestre et dimension maritime. Nous avons des forces qui sont formées dans le cadre de la lutte antiterroriste à terre, mais évidemment applicable en mer. La criminalité maritime reste avant tout transfrontalière. Pour sécuriser le golfe de Guinée, les chefs d'État des pays membres mettent en place le processus de Yaoundé. Il vise à développer le travail commun et à mettre en œuvre des actions concrètes. La Côte d'Ivoire, de son côté, a réadapté en 2017 son code maritime, notamment en termes de sanctions pénales, de 10 ans d'emprisonnement ferme à perpétuité et une centaine de millions en cas de crime maritime. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient d'abriter les travaux du 8e congrès et des 16e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. Les réflexions de ces travaux ont porté sur l'anémie de l'enfant. Quelle stratégie pour une prise en charge efficace? Élément de réponse avec Charles Tatou. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie touche plus de 64% des enfants de moins de 5 ans en Afrique. Et l'une des principales causes de ce réel problème de santé publique reste la carence en fer. Pédiatres africains, européens et spécialistes en charge de la promotion du bien-être de l'enfant séjournent à Yamoussoukro. Ils y sont pour des travaux de réflexion sur l'anémie et l'éradication de la carence en fer. Déjà hier, nous nous sommes penchés sur la problématique de l'anémie en période néonatale, c'est-à-dire de l'enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de 1 mois, parce que malheureusement, on peut naître anémié pour diverses raisons. Les travaux vont bon train.
Les représentants des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis de la santé et de l'hygiène publique, ont ouvert officiellement les travaux du 8e et des 16e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. L'objectif de développement durable nous indique, c'est que tous les pays doivent parvenir à éliminer les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans en ramenant la mortalité néonatale à 12 pour 1000, pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000. Les échanges sur les sous-thèmes de ces congrès et journées scientifiques de la Société ivoirienne de pédiatrie permettront de faire des avancées remarquables dans la prise en charge des anémies de l'enfant en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi grandement à atteindre ces objectifs déclinés par le Programme national de recherche santé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Durant 2 jours de réflexion sur plusieurs thématiques, les participants vont trouver des pistes de solutions à l'éradication de la carence en fer, qui est source de retard et de mobilité chez l'enfant en Afrique. On ouvre le chapitre politique de ce 20h avec le PDCI RDA. Les responsables du PDCI RDA de la région du Sud Comoé se sont réunis ce samedi à Grand Bassam. Une rencontre qui a eu pour cadre la résidence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, initiateur de la rencontre. Le rendez-vous de Grand Bassam porte sur l'accord politique du RHDP, Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. Pour les cadres du PDCI RDA du Sud Comoé, le RHDP reste le seul instrument d'union entre les héritier politique du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je vous propose d'écouter un extrait des propos du vice-président Daniel Kablan-Duncan lors de cette rencontre. L'apport politique n'est pas contre le PDCI-R, mais vise à inscrire notre grand parti et l'ensemble des Oufouettis dans une dynamique de paix, de cohésion, d'unité, de développement et de victoire. Nous devons donc soutenir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et président du présidium du RHDP, pour sa mise en œuvre, plutôt que de tenter de freiner l'élan qu'ils ont enclenché par des agissements allant dans le sens de la division au sein des enfants de Houphouët-Boigny. Nous devons leur faire confiance. Un nouveau parti politique vient de faire son entrée dans le paysage politique ivoirien, c'est le PIP, le Parti ivoirien pour le peuple. Le parti vient justement de lancer ses activités. Le président du PIP a présenté la vision et les projets de son parti. Laurent Sacho, Abou Sanogo. Un nouveau parti dans le paysage politique ivoirien. Il s'agit du PIP. Le Parti ivoirien du peuple qui entend apporter sa contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle selon son président Tano Abizi. Un lancement des activités pour présenter les objectifs du parti. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se parler, c'est vraiment dommage. Quand nous créons le parti, nous sommes bien sûr des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Alors le PIP, c'est un nouveau produit qui va amener une autre façon de voir la politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une politique de sagesse, une politique moderne. En un mot, le PIP est venu donner une leçon pour dire qu'en politique, on peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Donc le PIP lance un appel aux jeunes de Côte d'Ivoire, à la population ivoirienne, pour leur arriver de mettre son nom sur la liste électorale. Parce que c'est par là que nous pouvons gagner les élections. Militants et militantes de ce nouveau parti entendent tous œuvrer aux côtés de leur président quant à l'implantation du PIP. Je suis militant du PIP parce que pour moi, le PIP est un parti qui milite pour les jeunes. Ils pensent qu'avec leur voix, ils peuvent apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Nous avons un pressentiment que la jeunesse a été oubliée. Donc nous sommes venus pour redorer le blason. Aussi, nous sommes venus pour apporter notre contribution à l'édifice de notre cher pays. Le Parti ivoirien du peuple, selon son président Tano Abizi, présent dans toutes les régions et districts du pays. Les visites de terrain auront lieu dans le jour à venir en vue de galvaniser les bases. Par ailleurs, le Parti ivoirien du peuple prévoit des rencontres avec certaines entités du pays.
Hors de la Côte d'Ivoire au Guatemala, et 3 jours après l'éruption volcanique qui a fait une centaine de morts et près de 200 disparus, selon un nouveau bilan, les recherches continuent mais sont rendues difficiles par une activité volcanique faible mais persistante. Alors que le bilan s'alourdit, la probabilité de retrouver des survivants reste faible selon les autorités guatémaltèques qui craignent de nouveaux écoulements de lave. Nous va présent à la page culture de ce 20h avec cet hommage rendu à Ernesto Guégué. Notez que nous sommes le 9 juin aujourd'hui et c'était le 9 juin 1983. Il y a donc 35 ans jour pour jour que l'artiste ivoirien Ernesto Guégué s'en est allé. Mais 35 ans après sa mort, le roi du Ziglibiti reste dans les esprits des mélomanes. La Côte d'Ivoire se souviendra toujours de son fils disparu très tôt. On en arrive donc à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir, Monsieur Mimi Erol, on vous retrouve. Oui. Vous avez connu l'artiste Ernesto Guégué. Oui, bien sûr. Qui n'a pas connu Ernesto Guégué, le Ziglibiti? Bien sûr. Alors, dans les galeries d'art, on a quand même des images d'Ernesto Guégué. Mais surtout, il y a une image qui est devant l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSA, qui a été érigée, qui a été réalisée par un sculpteur bien connu qui est Donkor, qui a fait l'Aquaba à la place à Port-Boué, là. Et donc, il y a un hommage à Ernesto Guégué. Ne serait-ce que parce que lui, il a des attitudes dans sa danse, c'est vraiment très plastique. C'est quelqu'un de révolutionnaire. D'accord. On va donc essayer d'entrer dans ces galeries d'art. Oui. Mais d'abord, faites-nous cette différence entre une galerie d'art et un musée. D'accord. Une galerie d'art, le premier objectif, c'est la vente. Donc, c'est l'endroit où, quand l'œuvre sort de l'atelier, quand l'artiste crée son œuvre dans l'atelier, il amène déjà à la galerie. C'est un lieu de valorisation, mais en même temps de commercialisation. Donc, c'est comme une boutique. Oui, c'est comme un peu un endroit de commercialisation, une boutique, si on veut. Mais on ne va pas arriver à cette conception parce que la boutique, on a un peu l'objet utilitaire. On achète de l'huile, tout qui a une fonction. Mais là, ça a une fonction de réflexion. C'est de l'idée en forme. Donc, l'espace de la galerie peut avoir une fonction dans l'idée de l'achat d'une marchandise, mais c'est plus la valeur on parlera de quelque chose de valorisation, un espace de valorisation. D'accord. On va maintenant entamer notre balade dans ces galeries. Je l'avais promis aux téléspectateurs et ce sera en compagnie de notre reporter Christelle Menan qui a visité 5 galeries pour nous. De galeries d'art, il y en a une dizaine dans la ville d'Abidjan. Le Abidjan artistique bat au rythme des expositions, 3 à 5 par mois. Peinture, sculpture, photographie, il y en a de tous les horizons et pour toutes les sensibilités. 5 galeries ont retenu notre attention. C'est une des premières galeries d'art qu'Abidjan ait connue. Art Pluriel est devenu Louis-Simone Guérandou depuis décembre 2015. On y trouve de l'art contemporain de toutes origines et de l'art traditionnel africain. La propriétaire, Simone Guérandou Ndiaye, a enseigné l'histoire de l'art à l'Institut national des arts de Côte d'Ivoire, INA, devenu INSAC. Dans sa galerie, les expositions se suivent et ne se ressemblent pas. Aux créations du designer Ousmane Baye succèdent les inspirations de la plasticienne Mark-Line Ien ou les photos de la styliste Loza Maleombo. C'est une des adresses incontournables de la commune du Plateau pour les quêteurs d'art contemporain. Au rez-de-chaussée, des expositions thématiques et d'artistes ivoiriens et internationaux. À l'étage de la rotonde, tournis garantis entre les œuvres de Brûlis Boisbré, d'Augustin Cassis, de James Soura ou de Christian Latier, en exposition permanente. Vous la trouverez dans une ruelle à Cocody Centre, 600 mètres carrés, extérieur et intérieur, une galerie d'art contemporain portée par Cécile Fakouri. C'est aussi le nom de la galerie. Dans une atmosphère épurée, règne en ce moment l'avant-garde de la sculpture ivoirienne, James Kokobi. La galerie Cécile Fakouri est ouverte depuis 2012. Des artistes comme le photographe Paul Sika et le pointilleux Yeonzi s'y sont déjà arrêtés. C'est un autre passionné d'art qui tient cette galerie. Plus de 20 ans de passion, bien tassée, dans cet espace riche en couleurs et en harmonie. On y vient pour se faire flasher les pupilles par des œuvres contemporaines. On peut y manger et boire un verre et même dormir quand on est artiste en résidence. Thierry Dia, son propriétaire,
organise chaque année depuis 6 ans maintenant un concours national d'art visuel doté du Grand Prix Guinéen. Et si on n'a pas l'âme au contemporain, on peut aussi s'essayer à l'art tribal africain. Cette galerie d'art traditionnelle et ethnique recèle des pièces uniques et rares que vous ne trouverez que là-bas ou dans de grands musées comme celui du Quai Branly. C'est une collection privée, l'héritage de Feu Kofi Anguan-Maurice. Ses héritiers ont décidé de valoriser cette partie de la mémoire collective et patrimoniale africaine. Plus de 1600 pièces exposées, certaines archéologiques, aucune n'est à vendre. 5 galeries à visiter, l'entrée est gratuite, les œuvres exposées sont pour la plupart cessibles, les prix prévoient de 1 à 1000, voire X francs CFA. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Absolument. Parce que l'art a une valeur inestimable. Vous allez en parler tout à l'heure. Mais on a vu les différentes expositions. On voit que ces expositions mêlent l'art contemporain et l'art traditionnel. Oui, c'est important pour nous parce qu'on ne peut pas se défaire de notre passé, d'autant plus que si je vous dis tout de suite ce qui se passe entre l'art traditionnel et l'art moderne, vous allez voir qu'on ne peut pas se permettre de mettre ça de côté. C'est comme si on s'amputait de quelque chose de très important. Et je me demande si l'art ancien là, ne nous attend pas encore dans l'avenir. D'autant plus que quand vous voyez ces pièces, vous les prenez par région, vous allez voir que c'est un peu l'ADN de ces peuples. Quand vous allez voir une sculpture baoulé, vous voyez une sculpture Wé, vous voyez le Wé fondamental. Donc c'est un peu l'essence d'un peuple. Et ça, c'était un peu des micro-États qui sont devenus en 1960, quand la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, une nation. Et c'est l'ensemble de ces pièces-là, de ce socle culturel, qui va devenir un peu, qui va présager un peu l'art contemporain dans lequel on rentre. Parce que nous rentrons en 1960. Donc, tout part de l'art traditionnel ancien, chez nous, pour nous. Parce que si on ne peut pas se mettre au même diapason que les Européens qui ont toujours fait ça. Et nous, on ne peut pas aussi nous amputer de notre passé. Et d'autant plus que c'est quelque chose de très important parce qu'en 1960, quand on déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous acceptons de rentrer dans un système où c'est l'économie de marché qui est la règle et qui développe la logique individuelle. Alors que l'art traditionnel, c'était la communauté. On parlait de l'art Wé, on parle de l'art baoulé, on parle de l'art... Donc l'artiste s'efface au profit de la communauté. C'est pour ça que cette œuvre-là est très forte, puisque c'est l'expression d'une communauté. Et c'est pour ça que dans les salles de vente, ces prix-là sont hors de prix. Et c'est pourquoi on dit que les galeries sont réservées à une élite, à une classe. Oui, parce que, bon, à l'origine, puisque... Vous êtes d'accord avec cette idée? Dès qu'on parle d'achat, il y a déjà un échange. Il faut payer pour avoir. Ce qui est différent de l'espace d'art contemporain. L'espace d'art contemporain, on peut visiter un espace à l'école, un groupe de travail peut aller visiter un musée et voir ce qui se passe parce que c'est un peu l'arrêt, un temps d'arrêt de l'expression artistique. Dans le musée et dans la galerie, il y a toujours cet espace de commercialisation. Donc il y a un peu... Mais sinon, et les œuvres coûtent cher. Voilà, non, mais pas cher, ça n'a pas de prix. Vous savez, moi, si tout à l'heure, vous êtes dans un pays, bon, souvent comme on en connaît en Afrique, où il y a des petites guerres, il y a des trucs comme ce guerrois là. Moi, au lieu de prendre du CFA pour me balader avec, n'importe quel petit soldat pourra me prendre ça, je vais rouler des tableaux. Et si j'arrive en Chine, si j'arrive en Russie, si j'arrive partout dans le monde, dès que je déploie cette œuvre, ça a une valeur. Je peux parler avec quelqu'un. Parce qu'il y a une expression. Voilà. Donc, un message qui a communiqué. Tout à fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens mettent les fortunes dans les tableaux. D'accord. Alors, comment les galeries choisissent-elles les artistes qui doivent exposer? Bon, c'est une question d'affinité, parce qu'il y a des galeries qui aiment bien présenter des œuvres qui sont abstraites, c'est-à-dire qui ne représentent rien de connu, qui ne reflètent pas quelque chose qu'on connaît. Donc, c'est l'imagination, et il y en a qui aiment bien la figuration. Donc généralement, ça dépend de la sensibilité de chacun, de vouloir avoir une ligne de galerie. Et puis souvent, bon, on va dans une galerie parce qu'on aime bien la compagnie de quelqu'un. C'est par affinité, on peut aller dans une galerie. Alors, donc, voilà. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez, au niveau de la fréquentation, quel est le niveau de fréquentation? Bon, moi j'ai...
elle est importante. On ne peut pas la négliger. Et surtout maintenant. Il est constitué de c'est quel public? Mais de tout. Est-ce que les Ivoiriens vont dans ces galeries? Oui, bien sûr. Les Ivoiriens vont. C'est la plupart. Nous, par exemple, la galerie où moi je travaille, où je suis commissaire des expositions, notre public est en majorité des Ivoiriens. C'est vraiment... souvent, le vrai problème, c'est que c'est ce musée d'art contemporain qui manque. C'est-à-dire que ce lieu-là, public, où tout le monde peut aller. Comme ça, on verra que, sinon, puisque c'est un peu égoïste, les gens achètent les œuvres. Donc, en plus des galeries d'art, il faut qu'il y ait un musée d'art contemporain. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens qui achètent, mais c'est chez eux, c'est privé. Ils le gardent chez eux. Donc, on ne peut pas le voir. C'est le musée d'art contemporain qui va refléter ça et qui va créer cette interaction entre le simple spectateur, l'enfant qui va aller regarder un tableau et qui peut-être demain deviendra l'artiste, le collectionneur, le marchand. Merci beaucoup, Mimi Erol. Je pense que l'appel a été entendu. Vous êtes un amoureux d'art, également commissaire des expositions d'art. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Alvorassa. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est